Conversation dans le noir. Le podcast des éditions du Masque. Hello Charlotte, ça va ? Bonjour Violaine, oui, tout va bien. Épisode 6. Les secrets de Beijing. Avec l'éditrice Violaine Chivot et la romancière Charlotte Canet. T'as écrit toi 2 romans qui sont publiés au Masque, Fatale Descente et Beijing Blues, qui mettent en scène Adrien, c'est un quarantenaire, artiste peintre, héroïnomane, et indique pour la police. Pourquoi t'as choisi ce anti-héros, pourquoi un homme, pourquoi un junkie, et comment tu l'as construit ? Alors, Adrien, il reste mystérieux. Je pense qu'il y a une partie de lui que je fouille encore. Physiquement, il ressemble un peu à un oncle que j'avais, qui était un type en marge, mais qui avait pas mal de classe, qui avait un look comme ça de cow-boy, un beau mec gueule cassée, c'est un type qui m'a toujours pas mal fasciné. Et il me ressemble sur certains aspects, même si c'est un homme, et d'une façon assez intime. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est peut-être un drogué, mais c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de rechercher l'équilibre. Il est vraiment sur la corde. En fait, il appartient jamais au milieu qu'il fréquente. Il a un petit côté à l'être personne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours un regard extérieur de naïf. Et comment ça se fait qu'Adrien, parce que du coup, peut-être on peut expliquer à nos auditeurs pourquoi en fait il se retrouve à enquêter alors que c'est un junkie à la base. Quand il était jeune, c'était un jeune artiste plein de talent qui avait tendance à consommer beaucoup trop de drogue. Son art l'a un peu sauvé puisqu'en fait, il a un talent de portraitiste affirmé. Et donc, il a d'abord aidé la police sur une enquête de meurtre où il a pu avoir une description précise du meurtrier grâce à son talent de portraitiste. À partir de ce moment-là, il est devenu une espèce d'indique habitué des stupes. Et ça lui permet en fait de survivre. Ça lui permet à la fois de payer ses doses et de payer ses toiles. C'est pas un enquêteur né, mais l'une des grandes qualités qu'il a, c'est donc cette capacité d'observation complètement, comme je disais, un peu l'être personne, c'est-à-dire le type, il a pas d'a priori, il porte pas de jugement, mais il voit les choses de manière assez fraîche en réalité. Et assez décapante. Mais il a aussi une grande capacité d'adaptation, parce que dans Beijing Blues, donc qui sort en librairie le 1er juillet, il mène l'enquête en Chine, alors que lui, il vit à Clichy, il parle pas un mot de chinois. Est-ce que tu peux nous raconter comment il atterrit en Chine ? Adrien, il a une vie sociale qui est pas hyper riche, mais il a une espèce de fille spirituelle qui s'appelle Eva, une gamine qu'il a sauvée. Il avait en fait été missionné par le père d'Eva pour la retrouver parce que c'était une jeune fille junkie qui avait quitté la maison. Et en fait, il est arrivé à récupérer cette jeune fille dans les squats. En fait, cette jeune fille a réussi plus tard dans le monde des vidéastes et l'a invitée. Et elle fait une pension à Pékin dans un centre franco-chinois d'art. Et elle est arrivée à inviter son fidèle ami Adrien pour un été entier où lui, en fait, il se trouve du coup pensionnaire. Et il a 2 mois où il est un peu nourri, logé, blanchi dans un magnifique palais chinois. Il a 2 mois pour pondre une toile qui le remettent un peu sur pied dans le monde de l'art. Et manque de bol, en fait, lui, qui pense pouvoir passer des vacances, un peu se reposer auprès de son ami, en fait, il se retrouve à essayer d'enquêter parce que Eva est mêlée à une affaire de meurtre. Oui, en fait, il a l'impression que ça va être un moment fantastique. Il a l'intention de se plonger dans les œuvres de Shiba Inu, qui est un très très grand peintre chinois qu'il admire beaucoup. Mais malheureusement, Eva, elle a un peu le même problème que lui. Elle a un petit problème de drogue. Donc au départ, Eva est arrêtée par la police et Adrien est persuadé qu'elle a été arrêtée à cause de sa consommation de drogue. La drogue étant extrêmement sanctionnée en Chine. Mais en réalité, l'histoire est beaucoup plus grave. Elle est accusée de faux témoignages parce qu'elle a aidé un de ses amis qui lui a demandé de faire un témoignage et de lui apporter un alibi alors que la femme de cet ami a été assassinée. Et donc Adrien se retrouve dans l'obligation de démontrer que ce jeune homme chinois n'a pas tué sa femme. En lui démontrant qu'il n'a pas tué sa femme, il va essayer du coup de sauver Eva de la prison, sachant que en Chine, les peines de prison sont extrêmement lourdes pour les étrangers.
Toi, tu connais bien, tu as vécu à Pékin combien de temps? Alors j'ai vécu 3 ans à Pékin, je suis rentrée il y a un peu moins d'un an. Et en fait, comme mon personnage, je ne parlais ni la langue et je n'avais aucun lien avec la Chine. J'ai passé 3 ans en fait à enquêter systématiquement. J'ai fait énormément d'interviews parce que ce qui me fascinait, c'était le milieu des jeunes Chinois et des jeunes Pékinois. Et d'ailleurs, Et tu parles beaucoup de la vie nocturne cachée ou pas de Pékin et de cette génération d'enfants uniques en fait qui tentent vraiment d'échapper à la pression et aux normes très fortes dont tu parles. à la base, j'avais voyagé déjà plusieurs fois en Chine. La première fois, c'était dans un trekking dans le Yunnan. Et j'avais rencontré 2 jeunes nanas qui étaient totalement exaltées. Et j'avais discuté avec elles un soir et je m'étais rendu compte que leur statut d'enfant unique était déjà un statut collectif, c'est-à-dire que c'est pas juste il y a 2-3 enfants uniques en Chine, non, c'est des générations entières, à part quelques exceptions bien sûr, d'enfants uniques. C'était une véritable chape de plomb, à la fois une grande opportunité puisque les parents mettaient tout leur argent et tout leur intérêt dans leurs enfants, mais en même temps une énorme chape de plomb et que du coup ces jeunes filles elles vivaient un moment de liberté complètement incroyable et on sentait que voilà le fait d'être partie en voyage sans leurs parents c'était un moment extraordinaire et depuis ce moment-là je suis absolument fascinée par l'enfant unique et par les conséquences que ça a concrètement sur une génération entière, c'est-à-dire comment on se construit quand on est dans une société où tous nos copains sont enfants uniques, où on n'a plus de cousins, puisqu'en plus c'est souvent des deuxièmes générations, et où en fait on se construit avec cette espèce de structure familiale complètement inversée, où on a 4 grands-parents, 2 parents et un enfant. Le nouvel an chinois, c'est un petit enfant avec 4 vieillards et 2 adultes. Donc ça construit complètement différemment l'identité et je me suis extrêmement renseignée. Dans le livre, je parle de la théorie des cœurs vides où les psychanalystes chinois ont essayé de théoriser en fait comment l'enfant unique, comment le fait d'être collectivement enfant unique influence notre vision du monde. Et la principale chose, c'est cette espèce de pression d'angoisse de ne pas réussir, puisqu'en fait, on porte les rêves de 4 grands-parents et de 2 parents. Une pression incroyable, le fait qu'on ne peut pas s'appuyer sur des frères et sœurs pour combattre l'autorité parentale. Donc, on est complètement assujetti à cette pression. Et en plus, dans la société chinoise confucéenne, à la base... par exemple, l'école, c'est quelque chose de très important et donc les résultats scolaires sont importants, mais alors encore plus quand on est enfant et unique, ça crée des personnalités assez étonnantes et des troubles psychiques très forts, puisque surtout un trouble du désir, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des jeunes qui ont tellement été assujettis au désir des parents et des grands-parents qu'en fait ils ne savent plus ce qu'ils veulent eux. Ouais. Et on leur a un peu volé leur personnalité. Et sans trop dévoiler l'intrigue, t'abordes aussi justement à propos de désir la thématique de l'homosexualité en Chine. On n'est pas en Russie, mais ça reste compliqué, tu me disais, d'assumer son homosexualité là-bas? Ce qui est toujours systématique en Chine, c'est que faut jamais ressembler à un contre-pouvoir. Si vous êtes lesbienne dans votre coin et que vous restez vraiment un peu caché, personne ne va rien vous dire. Bon, votre famille ne sera pas très contente, donc ils vont quand même tout faire pour que vous vous mariez. La majorité des filles lesbiennes continuent à se marier pour avoir un enfant, parce qu'en fait la grande importance pour les familles chinoises, c'est de pérenniser la famille. Et donc, il faut absolument avoir un enfant. Et en plus, avec cette culture de l'enfant unique, c'est devenu encore plus stressant puisque vous n'avez qu'un seul enfant et cet enfant, il faut absolument qu'il fasse un enfant. Donc, moi, par exemple, j'avais une copine lesbienne qui avait annoncé, qui avait fait son coming out auprès de sa mère. Sa mère avait mis à peu près une semaine à avaler la pilule. Et l'avait rappelé en lui disant c'est pas grave, on va faire un mariage dans le village, ta copine est très masculine, on va la déguiser en garçon et on va faire un mariage et après de toute façon vous allez avoir un enfant, que ce soit toi ou elle, on s'en moque mais on veut que vous ayez un enfant. Mais aujourd'hui on n'a plus cette politique de l'enfant unique, maintenant on a le droit d'avoir plusieurs enfants. Oui, mais en fait, les gens ne le font pas tellement, en fait, parce que ça coûte très cher d'avoir un enfant en Chine. Donc, je pense que ça a été une énorme douleur, l'enfant unique au début. Il y a, comme je raconte dans le livre,
des femmes qui ont été avortées un nombre de fois incalculable de façon autoritaire. Et donc, il y a une vraie blessure sur la génération, je pense, des femmes qui ont entre une cinquantaine d'années. Il y a beaucoup de femmes qui ont été blessées dans parce qu'en fait, leur ventre ne leur appartenait vraiment plus. Voilà. Et toi, t'es rentrée depuis combien de temps? Alors, à Paris, tu me disais depuis 1 an, c'est ça? Depuis août l'année dernière, ça fait 10 mois. Est-ce que la Chine te manque? Oui, la Chine me manque beaucoup parce que c'est un exotisme total. Peking, c'est vraiment une ville qui est énormément contrastée, c'est-à-dire, ça paraît, c'est un peu bateau de dire ça, mais par exemple, il y a des jours de pollution extrêmement déprimants et puis des jours, comme j'explique dans mon livre, des jours de soleil bleu complètement incroyable. Il y a une lumière méditerranéenne à Pékin qui est absolument fantastique. Il y a des coins qui sont vraiment d'une laideur totale et il y a des temples absolument magnifiques et des quartiers. Enfin, moi, ce qui me manque le plus, c'est les hutongs, c'est-à-dire les quartiers des ruelles avec les cours carrés. Ah oui, dont tu parles beaucoup dans le livre. Ça ressemble un peu à des médinas, c'est un méandre de rues avec des cours carrés et c'est un quartier en totale mutation. Il y a beaucoup de réaménagement. Il y a tout un monde qui est en train de disparaître, qui est le monde des petits commerçants et des habitants humbles des hutongs, et qui est transformé dans un monde souvent d'ultra riches en fait. Il y a aussi toute une nostalgie. Je sais que le jour où je retournerai à Pékin, ça a encore énormément changé. C'est une ville qui passe son temps à se détruire, se reconstruire, se détruire, se reconstruire. Conversation dans le noir. Je me demandais comment t'écris, toi. T'écris à l'ordinateur, sur du papier, le matin, la nuit, enfin bref, dis-moi quels sont tes rituels d'écriture. Alors moi j'écris vraiment définitivement à l'ordinateur parce que ça permet de couper, de transformer. Je pense que maintenant quand j'écris à la main, j'écris affreusement mal parce que j'ai l'impression que j'écris quand même très peu à la main. Mes heures les plus productives, c'est quand même à partir de 16 heures. Moi, j'ai un matin un peu mou. J'ai une heure de pointe, je pense vers 21h. Et puis après, ça décline lentement. Voilà. Donc, malheureusement, c'est pas vraiment les meilleurs horaires, surtout quand on a une famille. Bon, avant de se laisser, j'aimerais bien que tu me lises un court extrait de ton dernier roman, donc Beijing Blues, si t'es d'accord. Oui, alors attends. Pour situer le passage, le passage que je vais vous lire, c'est vraiment un début de passage qui montre un peu à la fois Pékin et les jeunes à Pékin et les jeunes quand ils sortent le soir à Pékin. Des batteries sans briques d'un ou deux niveaux bordaient les hutongs. Seules quelques enseignes lumineuses rouges en caractères chinois brillaient encore d'une lueur floutée par le smog. Presque tous les stores des restaurants ou des épiceries étaient baissés. Les rares passants marchaient les yeux rivés sur le pavé, les rares voitures grillaient les feux. Il n'était que 21h, mais on avait l'impression que les Pékinois étaient déjà tous couchés. Moi, je venais de me réveiller. Jeanne freina avec la douceur qui la caractérise, juste devant un beau bâtiment ancien de façade crénelée de l'avenue Dongse. À droite, un lion impérial en pierre montait la garde. Sur un panneau à gauche de l'entrée, des lettres blanches sur fond noir indiquaient Yu Gongyi Shan. Tous les jeunes du quartier semblaient s'être donné rendez-vous devant son Porsche rouge à double battant. Je descendis. Jeanne gara son scooter un peu plus loin. Je me rangeai dans la queue. Il devait y avoir une trentaine de jeunes devant moi. Cheveux courts, colorés, bleus, gris, roses. Tatouages au mollet ou au cou de taille raisonnable. Fringues de noirs américains des années 80, la gestuelle en moins. Basket Jordan d'un blanc immaculé. Teddy, jean taille haute à revers et sweat blanche champion, dans lesquels les plus frêles semblaient perdus. Certains buvaient des bières, le regard absent, ou fumaient leur téléphone à la main, dans une ambiance atrocement calme pour une queue de concert de rock. « Ça va bientôt ouvrir » dit Jeanne essoufflée. « C'est sinistre. Tu sais, les rassemblements de foule sont interdits à Pékin. Tout le monde a l'habitude de la fermer. À l'intérieur, c'est pas Berlin, mais ça bouge en tout cas. » Merci. Et du coup, tu confirmes, c'est vraiment comme ça, les files d'attente sont très calmes devant les bars Surtout à Pékin, qui est quand même une ville extrêmement visée par le pouvoir. On est vraiment dans l'œil de Sauron, là. Les gens ont vraiment l'habitude de rester très calmes à l'extérieur, puisqu'ils n'ont pas le droit de se rassembler. Merci Charlotte pour cette conversation dans le noir. Merci Violaine, et à bientôt. Conversation dans le noir.
podcast des éditions du Masque.